Pour cette 12e édition de Sans Détour, évidemment, nous avons en face de nous une actualité très fournie. Actualité fournie, c'est peut-être un mot assez faible pour décrire cet enchevêtrement de faits politico-judiciaires que M. Babacar Gaye, dont le profil, effectivement, est très pertinent pour pouvoir nous aider à découvrir tout cela. M. Babacar Gaye est ancien président du groupe parlementaire du PDS, le premier après l'alternance. Vous avez été également directeur de cabinet, j'allais dire, un peu contesté, du président de la République, et vous êtes actuellement, j'allais dire, porte-parole politique du PDS, et bien d'autres titres comme président du Conseil régional. On aurait beaucoup de mal à citer toutes les fonctions que vous avez occupées au sein du PDS. Pour vous interroger, Madame Niagnassi est spécialiste en communication et en marketing. Elle est présidente d'une association citoyen vigilant pour l'écologie. Évidemment, Madame Niagnassi va aujourd'hui porter le manteau, j'allais dire, d'éditorialiste et de chroniqueuse pour vous interroger sur des questions assez importantes. Et Pathé Mbodj est journaliste sociologue. La première question que je vais poser à M. Babacar Gaye concerne Karim Wade. Où est Karim Wade? Que fait-il? Et est-ce qu'il vous parle? Et que va-t-il faire? Je voudrais d'abord... Question sans détour. Je n'ai pas l'habitude de mâcher mes idées et de me cacher derrière ce voile du moins de la pudeur pour dire les vérités telles qu'elles se présentent. Karim Wade est à Doha. Avec ses enfants. Il se porte bien. Avec ses enfants. Il est en train de se reposer et il nous parle presque quotidiennement. Nous, il vous parle à vous, il vous parle à vous tous. Je sais que... Vous lui avez déjà parlé? Nous parlons quotidiennement. En tout cas, pour ce qui me concerne, tous les jours, je fais un débriefing avec lui sur la situation du pays, sur la marche du parti et certainement sur la construction de son avenir politique. Quand est-ce qu'il compte revenir? Pour l'instant, je ne peux pas donner de date, mais je peux vous assurer qu'il reviendra très bientôt afin de prendre en charge son destin présidentiel. Il n'est pas réfugié à Doha? Pas du tout. Pourquoi le serait-il? Karim Wade est un homme libre aujourd'hui, jouissant évidemment d'une grâce qu'il n'a pas demandée, mais qu'il accepte parce que simplement il en a droit comme tout citoyen sénégalais, surtout qu'il ne se reproche absolument rien. Le moment venu, évidemment, librement, il reviendra au Sénégal pour parler d'abord à son pays, après avoir évidemment passé, dire merci à toutes les forces sociales qui se sont mobilisées pour dire non à sa séquestration. Un merci un peu tardif tout de même. Je ne le pense pas. Vous savez, il n'y a jamais de temps pour bien faire. On n'en a jamais assez et il n'y a jamais d'urgence à prendre en charge des questions qui me semblent être des questions d'ordre moral. Pathé Mbodj, journaliste et sociologue, à moins que Niania ait une question supplémentaire sur ça. Oui, moi, ce que j'aimerais demander à monsieur le porte-parole, c'est que vous dites que vous faites à monsieur Karim Wade des débriefings. Moi, j'aimerais savoir, quand vous débriefez sur l'actualité sénégalaise, économique ou politique, c'est quoi votre appréciation actuellement un peu de tout ça? Qu'est-ce que vous direz? Vous le débriefez, vous lui dites quoi? D'abord, lui rendre compte de toutes les actions que nous menons dans une perspective de reconquête du pouvoir. Et naturellement, les questions qui agitent le landerneau politique l'intéressent au plus haut point. Pour exemple, et pour être très bref... Là, vous me répondez sur un débriefing qui concerne les activités du PDS. Moi, je parle de débriefing, d'appréciation de la vie politique actuelle. C'est un peu plus... J'étais en train de vous donner quelques exemples. Je pense qu'on ne peut pas, sur ce plateau, dire tout ce qui est débriefé entre Karim Wade et les principaux responsables du Parti démocratique sénégalais. Par contre, je peux citer comme exemple l'affaire Sonko l'intéresse au plus haut point, l'affaire Nafingom l'intéresse au plus haut point, la situation actuelle du pays, surtout après certaines déclarations du président
à propos de la croissance de notre PIB l'intéresse, c'est autant d'exemples sur lesquels, évidemment, nous échangeons. Bref, il s'intéresse à l'actualité. Oui, donc, c'est ça. on va essayer de demander à Pathé, qui a déjà préparé une série de questions sur l'actualité. Cette fois-ci, c'est vous qu'on entend voir, qu'on entend entendre effectivement sur ces questions. Pathé. Je suis tout oui. Comment appréciez-vous ce déballage sur la place publique de dossiers qui apparemment devraient appartenir à l'État, mais qu'on met sur la place, et que apparemment les populations et les partis politiques, dont le PDS, applaudissent un peu devant un Ousmane Sonko ou bien une Nafi Keïta? Je n'ai pas la même perception que vous de ce qui se passe avec Sonko et sur la décision de Macky Sall, du président de la République, de limoger Nafi Ngom Keïta. Je considère que parler de déballage signifierait se situer sur un axe d'analyse qui me semble être un peu partisan. Pourquoi? Ceux qui parlent de déballage, c'est ceux qui ont quelque chose à cacher. Or, Sonko est un fonctionnaire, c'est un agent public. Sonko, de par la loi 2022, numéro 22 de décembre 2012, a l'obligation, conformément au point 7.3, de dénoncer toute entorse à une règle de gestion des finances publiques. Sinon, lui-même, il serait sanctionné par la loi. Au-delà de cela, Sonko est un homme politique, chef de parti. Il a une liberté d'expression qui lui permet de prendre position sur les questions d'ordre national, sur les questions qui intéressent la gestion du pays. Et sous ce rapport, tant que Sonko ne mettra pas sur la place publique des secrets qui concernent des dossiers qu'il gère, je considère qu'il est dans son bon droit. Au demeurant, j'estime que ce pays a besoin d'être un État de droit pour que les secrets d'État soient gardés, mais les secrets sur l'État soient divulgués par ceux qui les détiennent. Sinon, à quoi bon édicter un code de la transparence? Sur la question concernant Nafi Ngom, j'estime que c'est une dame qui a été nommée parce que le président de la République l'estimait compétente pour assumer cette mission. On a constaté, après son rapport, la sortie de son rapport, aussi bien le président, son directeur de cabinet, le porte-parole de l'APR, tous ceux qui avaient été épinglés dans ce rapport ont rié sur les brancards et ont estimé que Nafi Ngom Keïta ne devait pas, semble-t-il, travailler de cette manière. La conséquence, le président de la République, de manière prématurée selon les juristes de haut niveau, a limogé Nafi Ngom Keïta. Personne patriote que je connais, femme de rigueur, femme de foi, a estimé avoir été trahi par celui qui lui faisait confiance. Pourquoi? La lettre que Nafi Ngom Keïta a sortie ne renferme qu'une alerte adressée au président de la République pour lui faire savoir que voilà où j'en suis, voilà où je veux aller. Tout ce que vous me proposez pour que j'arrête mon travail, je ne l'accepte pas. Où est le déballage dans tout ça? Le déballage, c'est quand vous, directeur de cabinet de Wade, vous receviez un courrier adressé au président Wade, vous permettiez-vous de mettre ce courrier sur la place publique? Il n'existe pas de courrier d'une administration, sauf le courrier estampillé confidentiel ou secret, qui ne soit pas disponible pour l'opinion publique. C'est ça la transparence, M. Mboye. Moi, j'aimerais rebondir sur, comme vous dites, les questions qui intéressent votre leader, parce que actuellement, c'est Karim Wade, votre leader de parti. On va essayer de rester sur l'actualité. Oui, en fait, ça va revenir sur l'actualité de Nafi Ngom et de Sonko. Permettez-lui de poser sa question. Oui, parce qu'effectivement, est-ce que vous vous intéressez qu'aux questions qui dérangent le président Macky Sall? Parce que sur trois intérêts, vous avez parlé de Nafi Ngom Keïta et de Sonko. Êtes-vous pas intéressé par des
d'autres sujets qui feront plus avancer les Sénégalais que des sujets plus Posez-moi politiques. toutes les questions que vous voulez au plan économique, au plan social. J'y répondrai. Les questions que Non, vous me on posez va concernent Sonko, concernent Nafingom, concernent Karim Wade. C'est dommage. C'est pas de mon fait. On va rester sur l'actualité. Moi, la question fondamentale que je vous pose, c'est la question du droit de réserve qui s'applique à tout fonctionnaire. Tout fonctionnaire est tenu par le droit de réserve, tout comme, effectivement, tout employé d'un employeur qui se trouve en l'occurrence l'État. Est-ce qu'un fonctionnaire peut, compte tenu de la confiance qui lui est faite par l'État, par son ministre, se permettre effectivement de mettre sur la place publique des informations de cette nature? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que haut fonctionnaire, le droit de réserve s'applique à lui? Il faut bien qu'on s'entende sur la notion de droit de réserve, le devoir de réserve et l'obligation de réserve, qui sont deux notions similaires, mais pas totalement identiques. Pour le cas qui nous concerne, que ce soit Sonko, que ce soit Nafingom Keïta, ils ont fait leur travail tel que ça avait été édicté par leur supérieur hiérarchique. Tout ce qui touche maintenant aux informations qu'ils détiennent pour Sonko en tant qu'homme public, en tant que chef de parti politique, comme le font du reste tous les leaders de l'APR, du Parti socialiste, de l'AFP, qui sont au cœur de l'État, pourraient être utilisés, s'ils sont du domaine public, pour construire un discours politique afin d'éveiller l'opinion. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Deuxièmement, il n'existe pas d'obligation de réserve qui n'ait été prévue par la loi. On parle d'obligation de réserve quand ça concerne les dossiers sur lesquels vous travaillez. Mais on ne peut pas empêcher à un fonctionnaire de faire de la politique, sinon c'est restreindre les libertés d'expression et les libertés d'opinion, le droit à l'appartenance à un parti politique. On ne peut pas aussi demander à un fonctionnaire de militer obligatoirement dans le parti au pouvoir ou dans les partis qui gèrent les affaires publiques. Sinon, notre démocratie serait amputée, sinon nous risquons d'être dans un pays où l'administration serait assujettie à un État partisan. Analysons un petit peu les choses. Monsieur Ousmane Sonko est à la tête d'un parti politique qui est une association privée, selon la loi de 1901. De droit public. De droit public. Donc, monsieur, il défend pour cela des intérêts strictement privés, compte tenu du statut du parti qu'il dirige. À ce titre, est-ce qu'il peut, en étant au cœur de la décision, en étant même un élément de la décision, parce que les dossiers qui passent par lui en tant que haut fonctionnaire, il est censé en connaître le fond et même en être aujourd'hui un des acteurs de cette décision. Est-ce qu'on peut être à la fois responsable d'un parti politique, là c'est une question de fond, responsable d'un parti politique défendant des intérêts privés, mettre sur la place publique des informations, notamment portant sur des décisions pour lesquelles lui-même il est acteur? Parce que quand vous traitez un dossier foncier en tant que fonctionnaire, ce dossier peut passer entre vos mains. Est-ce que vous avez le droit de le révéler sur la place publique, en étant même un élément de la décision? Pour vous répondre, je vais prendre l'exemple le plus important, le plus conforme avec la marche de notre pays. Le président de la République est le premier fonctionnaire. Il est chef de parti politique. Nous avons demandé que les fonctions soient séparées. S'il vous plaît, ce n'est pas le cas. Je dis, il est chef de parti politique. Il détient toutes les informations de l'État et il les utilise dans ses discours politiques afin de construire une opinion. La dernière en date est son erreur sur le taux de croissance que le Sénégal a connu en 2012. Mais à la différence pour vous répondre, laissez-moi... À la différence de Sonko, il est élu. Sonko n'est pas Sonko élu. n'est pas Comme élu. l'a dit Nyanya, il n'est pas élu, c'est le président qui est élu. S'il vous plaît, il n'a pas de légitimité populaire. Il a une légitimité, une loyauté, une légalité administrative. Je donne un autre exemple. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne n'est pas élu. C'est le premier fonctionnaire. Le Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, n'est pas élu. Il est au service d'une administration. De par leurs activités, ils détiennent des informations. Le fait de les sortir pour fabriquer une opinion est conforme, je dis, à leur façon de faire. Sonko est un chef de parti. Il ne faut jamais l'oublier. Oui. Non, il y a une différence entre fabriquer des opinions et rendre compte, parce qu'on est à l'affaire publique. Qu'est-ce que vous reprochez à Sonko? Non, pour que je puisse vous répondre de manière concrète. Non, je veux dire par rapport aux informations qu'il aurait sorties. La comparaison n'est pas de fait. Vous savez, madame, permettez, j'étais fonctionnaire. J'étais fonctionnaire. Je suis sorti de l'ENA en cycle B, major de ma promotion.
Est-ce que vous divulguez comme Sonko des informations publiques pour gagner une opinion publique? Laissez-moi vous donner l'information. Elle est capitale pour vous. J'ai souffert de ça parce que j'étais membre du Parti démocrate sénégalais. J'ai publié un article dans SOPI à la page numéro 2. L'administration PS, pour me sanctionner, m'a maintenu par ordre sans affectation. Et en 1990, ils m'ont licencié. Je l'ai vécu. Il ne faut pas que notre démocratie soit une démocratie réductrice, une démocratie bananière. Si notre système politique permet à ce que les fonctionnaires adhèrent dans des partis politiques, jusqu'à ce que le président de la République les encourage à utiliser même des deniers publics afin de le faire élire, ou en tout cas de faire élire des députés, et de les sanctionner s'ils sont battus, je pense qu'on peut permettre à ce qu'un Sonko puisse lui utiliser les informations qui sont au service de la nation, qui sont contre la gabegie, qui sont contre la malgouvernance, pour justement taper là où ça fait mal. Sinon, on risque d'avoir un parti unique qui gère l'État. Moi, mon problème, c'est un problème d'ordre moral. Je pense qu'on n'est pas sur le même niveau de compréhension. Monsieur est utilisé et employé par l'État. De par ce contrat qu'il a avec l'État, il a accès à certaines informations. Ces informations appartiennent à son employeur. S'il veut fabriquer une opinion pour se faire élire, je pense qu'il a d'autres armes. Je suis sûr que quand vous avez eu des problèmes avec le PS en 90 ou qui, c'est parce qu'on a estimé qu'à un certain moment, qu'il y avait un comportement, une attitude que l'employé devait avoir et qu'il n'a pas eu, parce qu'il se prévalait d'une appartenance politique. Et si c'est dans ce pays-là, parce qu'on appartient à un parti politique, on dit que tout ce que je sais sur Tim, tout ce que je sais sur... parce qu'on n'a pas parlé d'Abdoul Mbaye, parce qu'Abdoul Mbaye aussi est dans le même coup, je pense qu'on va dépraver la vie sociale. Et moi, je suis un peu inquiet quand j'entends les politiques, de manière générale, se faire le porte-parole de ce qu'ils estiment être des avertisseurs de conscience, des objecteurs de conscience. Ces objecteurs de conscience, ce sont des politiques. Est-ce que vous estimez qu'il y a une frontière entre le politique et le fonctionnaire? C'est d'autant plus vrai que Ousmane Sonko, personne ne le connaissait avant qu'il ne soit chef de parti. Et pendant qu'il était fonctionnaire, il n'avait jamais dénoncé ces pratiques qui ont eu libre cours quand vous étiez au pouvoir. Pourquoi subitement l'homme politique, aujourd'hui chef de parti, se met à révéler des choses aussi? Voulez-vous dire, M. Ndiaye, que Sonko travaille... Non, attendez, voulez-vous dire que Sonko travaille pour l'opposition, pour nous? Il travaille pour son parti politique qui est une association privée. Voilà. Il se départit de l'obligation de réserve. Il n'y a pas d'obligation de réserve qui puisse restreindre la liberté d'expression. Il faut qu'on s'entende sur ces questions. Aujourd'hui, c'est comme si vous demandez au Sénégal d'instaurer le parti unique, de ne permettre qu'aux fonctionnaires qui sont membres de l'APR, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, de s'exprimer sur la base des informations qu'ils détiennent pour s'attaquer à leur opposition. Attendez, permettez-moi. Je vous donne des exemples. Vous êtes en train de traverser un peu ce qu'on a dit. Permettez-moi de vous donner... Je vous ai entendu. C'est que Sonko a d'autres canaux par lesquels il peut faire passer, par exemple, son parti. Son parti peut sortir un communiqué du comité directeur, comme vous le faites souvent, et personne ne lui en tiendra. Sonko peut, en tant que secrétaire général de son parti, tenir une conférence de presse. Il le fait en tant que secrétaire général de son parti qui tient une conférence de presse. Permettez-moi. Écoutez, vraiment, moi je pense que si on ne s'entend pas sur les notions, nous risquons de tourner en rond. Réglons d'abord la question de ce que c'est qu'un parti politique. Le parti politique est une association de droit privé, association privée de droit public. Absolument. Qui concourt à l'expression du suffrage, qui est une institution politique. Absolument. Autant que les institutions de la République, les partis politiques ont un rôle constitutionnel. Constitutionnel. Le rôle de Sonko en tant que parti politique, c'est de dire ce qui ne va pas et de proposer ce qui aurait pu aller. Je reviens sur la question soulevée tout à l'heure par Pathé Mbodji. C'est important aussi qu'on règle cette question. J'estime que pour ce qui me concerne, donner mon opinion sur le rôle des fonctionnaires, et c'est le même thème qui m'avait valu cela. Quel est le rôle du haut fonctionnaire par rapport à son appartenance dans tel ou tel autre camp?
Vous vous rappelez, à l'époque, SOPI sortait beaucoup d'informations qui concernaient l'administration publique. Salih Sarr a cru devoir s'attaquer aux fonctionnaires pensant qu'ils n'ont pas le droit de donner des informations aux partis politiques et aux journaux de l'opposition. Je termine très rapidement. On va aller sur Nafi Ngom Non, c'est important. C'est vous qui avez soulevé la question. Permettez-moi d'y répondre. Oui, mais après, Je pense on va enchaîner sur Nafi Ngom oui, après, si vous voulez. Donc, pour vous donner des exemples probants, que c'est maintenant que peut-être Pathé Mbodj se fisque, vous avec, sur le comportement des agents publics par rapport à la détention de certaines... des questions. Oui, mais laissez-moi vous répondre, monsieur Ignan. Est-ce que vous n'appréciez pas, selon votre position? Laissez-moi vous répondre sur cette question, je vais la vider. Je vais la vider. Le procureur de la République travaille, est un agent public. Il faut qu'on passe sur d'autres Le questions. procureur de la République est un agent public. Mimi Touré, en tant que ministre de la Justice, est un agent public. Les informations que les procureurs et Mimi Touré ont mises sur la place publique concernaient des affaires dont ils ont eu la connaissance en tant qu'agent de l'État. On n'a jamais parlé à l'époque de déballage. Je considère qu'un homme politique engagé dans l'opposition doit, à chaque fois que de besoin, pour informer ceux qui ont élu aussi bien le président que les députés, donner un message qui puisse demain régler les questions de malgouvernance et de gestion non vertueuse. Bon, on vous a entendu maintenant. Sur Nafi Ngom Keïta, Pathé? Bon, sur Nafi Ngom Keïta, c'est à peu près la même chose qu'avec Ousmane Sonko. Donc, sauf que là, c'est une question de nomination. Non, C'est moins un déballage. est-ce que le président peut, de la même manière qu'il nomme, mettre fin aux fonctions? Absolument. Mais la compétence du président est liée par la loi. Le président de la République, aussi forte que soient ses prérogatives, ne peut pas décider en dehors des règles établies par la loi. C'est ce qu'on appelle le respect de la légalité des actes administratifs. Si le président nomme, il doit respecter le parallélisme des formes, il doit aussi respecter les conditions de nomination et de limosage qui sont prévues par la loi. La question qui se pose est un problème de mandat, la durée du mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, un président de la République élu le 30 mars, qui prête serment le 15 avril, finit son mandat le 30 mars ou le 15 avril? Le président est élu, Nafi Ngom Keïta est Non, nommé. vraiment, je parle de droit, je ne parle pas de comparaison de personnes, je te parle de principes de droit. C'est des principes juridiques. Mandat, c'est mandat. Un mandat, il prend fin en fonction de la durée qui avait été déterminée pour son exercice. Les juristes, les professeurs de droit... Un mandat électif n'est pas une nomination. Non, vraiment, on peut être nommé, on peut exercer un mandat. L'OFNAC, le principe de l'OFNAC est un principe, c'est autour de la mandature que le président de l'OFNAC est nommé. Il ne s'agit pas de le nommer pour le dégommer. La preuve, le président ne peut pas le dégommer quand il veut. C'est pour vous dire donc que c'est un mandat. Il a 3 ans. Est-ce que vous Je vous dis, cachez il ne peut pas le derrière dégommer des quand il veut. principes de droit Bon, on va- donc, on en vous a, fait, pour créer une polémique on va passer à la deuxième qui question. arrange un peu votre position Je ne- d'opposant. J'utilise les arguments tirés du texte, tirés de mes convictions philosophiques, tirés de la morale et de l'éthique. Mais c'est une polémique qui vous certainement. arrange peut-être l'opposition. Je veux juste répondre. C'est vous qui posez les questions, c'est moi qui répondais. Mais posez-moi les questions, Yahay, ou vos réponses On ne va sont pas des passer réponses à la polémiques. deuxième série de questions concernant maintenant les rapports entre le PDS et l'APR. Le PDS est réuni, Nyanya. Alors, Donc, Ça, au question moins, précise. ça ne va pas être polémique certainement, parce que ça ne vous intéresse pas. oh si, toutes Allez-y. les questions m'intéressent. Alors, le président Macky Sall appelle à un dialogue. Le PDS répond à cet échange-là. Et on a eu l'impression que juste après ces semi-retrouvailles, parce qu'on a encore des doutes. Non, vous allez nous dire si c'est des retrouvailles. Oui, non. D'aucuns disent qu'il y a un deal, il n'y en a pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur vos rapports actuellement entre le PDS et l'APR? Le PDS n'a aucun rapport, aucune coopération politique, ni avec le président Macky Sall, ni avec l'APR. Nous ne sommes pas dans des deals, nous ne sommes pas dans des retrouvailles. L'objectif du Parti démocratique sénégalais, c'est reconquérir le pouvoir en passant par les élections législatives en 2017 et remporter la présidentielle de 2019. Mais pourquoi on a l'impression que le leader de Réumi se sent un peu... on a l'impression qu'il s'est senti juste
après cet événement-là, parce que c'est ce qu'on peut apprécier, mis à l'écart ou avoir l'impression que quelque chose se tramait. Parce que depuis un certain temps, on sent quand même vos relations avec Rewmi très, très tendues. Ce n'est pas le fait du Parti démocrate sénégalais qui n'a jamais, je dis bien de manière officielle, sorti une déclaration qui pourrait fâcher notre frère Idrissa Seck ou son parti. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans des combats de second rang. Le Parti démocrate sénégalais a un objectif, c'est reconquérir le pouvoir, envoyer le président Macky Sall et son équipe dans l'opposition. La convocation du dialogue national a été un moment important dans la vie politique de notre nation. On était très divisés sur la question, je vous l'avoue. Au sein du PDS? Partagés sur la question, je vous l'avoue. Nous avons estimé que c'était pour nous un piège que le président et son régime nous tendaient pour plus à jamais nous mettre en mal avec l'opinion publique et nous présenter comme des nihilistes. Dialoguer ne veut pas dire aller à Canossa. Tout à fait. C'est discuter autour des questions qui auraient dû, de mon point de vue, être centrées sur l'intérêt général. Vous savez, le problème du Sénégal et de ses hommes politiques, de sa société civile, de ses hommes de médias, de ses hommes de culture, de ses hommes de spiritualité, c'est ce déficit de passion de ce que j'appelle le bien commun. Si nous sommes conscients que nous sommes ensemble pour ce pays, que nous devons construire ensemble, nous devons nous appesantir plus sur ce qui unit que sur ce qui désunit. Nous n'avons pas de problème spécifique avec Idrissa Seck. Vous l'avez vous-même dit, c'est lui-même qui s'est senti peut-être un peu isolé dans ce schéma politique qui était en train d'être construit. On ne peut pas reprocher au président Macky Sall d'utiliser des armes conventionnelles pour essayer de ratisser large et de réduire son opposition à une expression, comme il le dit, minime. S'il convoque une rencontre où la classe politique répond, ceux qui ne souhaitent pas répondre, forcément, ils sont dans une situation un peu embarrassante. Et c'est pourquoi peut-être on a développé un discours allant dans le sens de me présenter le Parti démocrate sénégalais comme un parti qui est allé rejoindre le camp du pouvoir. Je dis non et je le confirme. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que pour les besoins de la recomposition de la famille libérale que vous avez appelé de vos voeux et qu'également le président lui-même souhaitait, est-ce qu'il est envisageable de recomposer la famille libérale autour d'un gouvernement libéral auquel votre parti allait participer? De façon très claire. Monsieur Ndiaye, sur la reconstruction de la famille libérale, nous ne changeons pas d'un iota. Le président Abdoulaye Wade a fait publier un appel et l'a envoyé à tous les responsables des partis d'obédience libérale sociale. Nous sommes pour la reconstruction de la famille libérale, mais nous ne sommes pas pour une entrée au gouvernement simplement parce que nous sommes des libéraux. Je termine, s'il vous plaît. Est-ce que vous envisagez d'aller au gouvernement pour travailler avec l'APR dans le gouvernement? Dans les conditions actuelles, le Parti démocrate sénégalais ne peut pas travailler avec l'APR dans un gouvernement. C'est très clair. Je termine sur cette question, c'est important. Je vous renvoie à un document que j'avais publié que j'ai appelé le temps des ruptures, où j'appelais à un Bad Godesberg libéral, c'est-à-dire que tous les partis politiques d'obédience libérale pourraient constituer une famille, parce que quoi qu'on dise, nous représentons plus de 65% des suffrages qui se sont exprimés jusqu'à aujourd'hui. Et nous qui? Les libéraux. Les libéraux. C'est constant. Les libéraux, c'est aussi Je des dis, verts variés. la preuve, tous les prétendants au fauteuil aujourd'hui, tous les prétendants sérieux au fauteuil aujourd'hui sont d'obédience libérale sociale. Et ça donne aussi une idée de l'éclatement de la famille libérale. De la famille libérale. Comme la famille latérale en France, comme la gauche l'est, je pense qu'il n'y a pas de mal à avoir une diversité de partis politiques pour construire une idéologie. Je suis surprise de vous entendre dire effectivement qu'avec le leader de Rewmi, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que vous désolidarisez de propos de camarades, parce que c'est des camarades, parce que vous êtes dans le même parti politique, ont eu vis-à-vis de M. Idrissa Seck. Donc c'est des questions personnelles, ou c'est entre partis. Vous comprenez que ça peut porter un peu à confusion
Entre ce qui s'est passé et ce que vous nous dites là. Le secrétaire, il n'y a que Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, qui peut engager le parti. Et il a un porte-parole officiel, c'est moi. Ce que je ne dis pas n'est pas le fait ni les propos du PDS. Il faut que cela soit clair. Dis donc Omar Sarr, qui est le coordinateur de votre parti, ces paroles n'ont pas de valeur. Non, donc ça ne les engage que, mais pas le PDS. Je dis... Oui. Donc vous allez en rang dispersé alors. Tout ce qui se dira et qui peut être imputé au Parti démocratique sénégalais, s'il n'est pas dit par moi, qui porte la parole du secrétaire général national, ne nous est pas imputable. Et Omar Sarr. Les discours... Et Omar Sarr. Je vous réponds. Oui. Le militant du Parti démocratique sénégalais a la liberté de s'exprimer. C'est ça notre principe chez nous. Et Abdoulaye, même qu'il le rappelle à tout instant, la seule chose et la seule limite est qu'il n'engage pas le PDS. Sur ces rapports entre le PDS et la paire au pouvoir. Bon, vous savez, nous sommes dans une phase de repositionnement au niveau national où la famille libérale, bon, je vous disais avant enregistrement que nous avons observé que 8 formations au moins sont nées du flanc du PDS récemment. Entre le pouvoir et la perte du pouvoir, 8 formations se sont constituées, qui sont nées de chez vous. Tout à fait. Et que donc la reconstitution de la famille libérale, puisque 85% à peu près, c'est même plus que... 65, je vais dire, mais je pense que... C'est 85%. Quand on fait les poussières, là, 85% des élus et des prétendants sont d'obédience libérale. Le président, je pense, a accepté en fin mai une position qui était avancée depuis 2013 de trouver des solutions politiques à des dossiers juridiques. Vous avez un candidat qui viendra peut-être, on verra dans la troisième partie, qui viendra peut-être faire sa campagne. Mais si vous allez au-delà de Wade, de conquérir le pouvoir en dehors du pouvoir, je ne vois pas ce qui va faciliter les retrouvailles avec toute la famille libérale. Cette passion dont je parlais tout à l'heure, cette passion du bien commun, il y a un héritage à préserver, c'est celui du libéralisme social qui a été implémenté avec vous par Maître Abdoulaye Wade au Sénégal comme en Afrique. Il est de notre devoir, nous les libéraux démocrates, de nous retrouver autour de ces valeurs. Si on règle la question... Mais retrouver sous quelle forme? Si on règle la question de cette convergence autour des valeurs du libéralisme social... Mais sous quelle forme? Dans quel cadre? Les problèmes de personnes me semblent être un problème secondaire. Il est possible, dans le cadre d'une coopération politique, comme ça se fait partout. Mais de quelle nature cette coopération? Je dis, dans le cadre d'une coopération politique, il est possible, comme c'est valable partout, d'avoir des chapelles. C'est très vague, monsieur Gaye, ce que vous dites là. Coopération politique, si vous écoutez un tout petit peu, je finis ma phrase, vous aurez votre réponse. Oui, parce qu'il faut que les mots soient quand même clairs. Et c'est très clair. Je dis, dans le cadre d'une coopération politique, ça a un sens. Toutes les chapelles d'obédience libérale peuvent ensemble gouverner. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en France, la droite, elle est plurielle. Elle n'est pas dans un seul creuset. La gauche, elle est plurielle, de l'extrême au centre-gauche. Tout à fait. Aux États-Unis, même si aujourd'hui on parle de démocrates et de républicains, c'est des partis politiques d'obédience démocrate ou d'obédience républicaine. Pourquoi au Sénégal, il n'est pas possible, ou peut-être que vous n'avez pas confiance à votre classe politique, moi si, les libéraux pourraient un jour, chacun en ce qui le concerne, gardant sa spécificité, converger vers l'essentiel. C'est possible. Donc vous accepterez... Pour aller dans une coopération organique, vous savez. Vous accepterez aujourd'hui que ce leader soit plus ou moins le président Macky Sall, peut-être qui aujourd'hui est mieux positionné pour faire ce rassemblement-là. Ça dépend de ce que les suffrages des militants vont donner en matière d'expression. Si demain, nous sommes dans une démarche démocratique, je pense qu'il est possible, dans le cadre des primaires transparents,
choisir un leader, ça ne veut pas dire forcément, comme ça se fait depuis Senghor, un chef, un leader, qui puisse coordonner notre projet de société afin que nous puissions régler, dans le cadre de nos convictions idéologiques, ce que les Sénégalais attendent de nous. Monsieur Gaye, moi je possible. constate que quand il s'agit de citer C'est les un lois, vous êtes très exercice précis. difficile, hein. Mais quand on vous demande de nous préciser le cadre, vous l'êtes moins. Quel cadre? Le cadre, c'est un cadre organique de coopération politique. Je vais aller un peu plus loin. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Est-ce qu'on aura un seul parti? Non, c'est pas possible. Oui, mais quoi? Quel est le cadre? Vous n'êtes pas précis, vous voulez Je pas le être dis, précis. c'est un cadre organique de coopération politique entre les libéraux. Organique, c'est différent d'action. Parce que là, attention, dans ce que vous dites. Organique, ça veut dire un parti structuré dans lequel vous êtes ensemble. Pas du tout, ça peut ne pas être un parti. Ça peut être un organe, mais quel est l'organe? Comment ça va s'appeler? Mais je dis le Une grand coalition? rassemblement des libéraux et des démocrates. Politiquement, on appelle ça une grande Compris que vous ne coalition. voulez pas être précis. Moi, Je suis pense- très précis. Je pense C'est le à- rassemblement des libéraux et des démocrates. Ce C'est sera une possible grande de le coalition. construire. Bon, c'est pas un club pour boire du thé ensemble. Pas du tout, c'est pour conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver. Hier, dans votre comité directeur, vous avez été très virulent contre le pouvoir, dans le communiqué en tout cas que moi j'ai entendu. Lors de l'inauguration des chantiers de Wade, de Macky Sall, vous l'avez accusé d'inaugurer les chantiers de Wade. Quel est aujourd'hui l'état de vos rapports avec l'APR? Ce sont des rapports de non-coopération, c'est des rapports de concurrence politique, c'est des rapports de partage d'un pays, chacun y allant avec ses convictions, avec ses compétences et avec son projet. Nous n'avons aucune relation politique avec la paire. Mais vous n'êtes Ni pas fermé. en perspective. Pas du tout. En perspective, je dis bien. Je Ni maintenant, n'insulte- ni en Je perspective. n'insulte jamais l'avenir. Si demain, les conditions actuelles de gouvernance démocratique, surtout, de gouvernance judiciaire, de gestion vertueuse, comme le président Macky Sall l'avait promis, si ces conditions changent, je ne vois pas pourquoi nos rapports avec la paire ne changeraient pas. Nous ne sommes pas dans des combats crypto-personnels. Nous sommes opposés à ce qui se fait parce que ce n'est pas conforme avec l'intérêt du pays. Bon, ben, Nyanya va introduire la question sur l'avenir du PDS. Alors, on a un peu entamé ça, parce que quand j'entends monsieur le porte-parole nous parler de possibilités de grandes familles, est-ce que l'avenir du PDS ne dépendra pas de ces retrouvailles-là? Parce que chacun ne pouvant pas faire chemin... Partir solitairement, comme disait monsieur Mboy tout à l'heure, vous êtes découpé comme un... Comme des saucissons. C'est comme un saucisson, et puis comment faut recoller les morceaux Il pour suffit pouvoir d'avoir- revenir au pouvoir ou Il suffit d'avoir une bonne recette. mais la meilleure recette Attendez, je termine. Il suffit d'avoir un c'est bon- de mieux négocier avec celui qui est en pole il position suffit d'avoir actuellement. il suffit d'avoir une bonne recette et un bon chef. Mais naturellement, morceaux de qui saucisson. serait naturellement le Avec chef des morceaux de aujourd'hui? saucisson, il est possible de faire un plat gastronomique. Ah bon? Absolument. L'avenir du Parti démocrate sénégalais est entre les mains de ses militants. On ne peut pas aller vers une convergence d'idées pour bâtir ce pays sans que le Parti démocrate sénégalais se rénove, se réforme, Comment? se réorganise. Comment? D'abord, vous savez très bien, la rénovation passe par la reformulation d'une offre politique autre que celle qui nous a valu une sanction Mais des ça, c'est suffrages clair. des Sénégalais en 2012. Ça, c'est clair. Comment le faire maintenant? C'est dans la réflexion, c'est dans la générosité, dans la sincérité qu'il est possible, de mon point de vue, de rassembler ceux qui restent aujourd'hui comme noyau dur dans le parti et qui sont assez ouverts du point de vue esprit afin de capter cette nouvelle sympathie qui rend vers le Parti démocrate sénégalais parce que certainement Karim Wade est porteur d'espoir. Est-ce que dans cette offre nouvelle, vous voyez plus Karim que Maître Wade? Maître Wade a son avenir dans le passé. Il faut que les choses soient claires. Il continue pour l'instant à nous accompagner, à éclairer notre voie, à rester comme ciment de notre compagnonnage. Mais pour ce qui est de l'avenir du parti, de mon point de vue, et donc du Sénégal, nous devons construire autrement. Nous devons créer un autre leadership qui ne sera jamais plus comme Maître Wade. Nous serons ensemble, même si nous sommes obligés de choisir quelqu'un à la tête du parti, à la tête de notre projet politique,
pour porter cette espérance. Mais pour Maître Wade, nous lui souhaitons longue vie. Mais c'est pas lui Karim qui Wade, après aujourd'hui... son départ, c'est comme un fantôme qui est parti. Je pense que le PDS est en train de faire confiance à un fantôme. Quand est-ce que Karim Wade viendra? Quand est-ce qu'il va revenir mobiliser le PDS? Moi, je pense qu'il faut quand même que les choses soient claires. Décidément, Oui. décidément, vous n'aimez ni Karim Wade ni le PDS. Parce que vous n'avez pas beaucoup si vous entendu. considérez S'il y a quelqu'un qui a beaucoup défendu Karim Wade, c'est bien moi. Mais non, je ne parle pas de défense. ça. On peut défendre quelqu'un, on peut défendre une cause, et clair. ensuite, par dépit d'amoureux, penser que quelque part... Je suis un homme normalement constitué. Mais Bien sûr, mais le dépit d'amoureux peut atteindre n'importe quel Je humain. suis normalement constitué, ça je peux vous l'assurer. Bien sûr, mais le dépit d'amoureux, j'ai dit, Momar, le dépit d'amoureux peut atteindre n'importe quelle âme. Pour revenir à Karim Wade, il reste notre candidat. J'estime qu'à l'heure actuelle, compte tenu de tout ce qu'il a pu engranger comme sentiment de frustration, comme sympathie, mais surtout la légitimité déjà acquise après ces 3 ans de prison, Karim Wade est quand même un idéal autour duquel il y a une convergence de forces nouvelles. Nous pensons, franchement, et ça je vous le dis de manière honnête, comme je réponds souvent à ceux qui me disent, oui, pourquoi pas toi et pas Karim. Mais comment vous pouvez parler termine, de convergence je alors termine. que tout le monde est parti au PDS? Je termine, Vous avez mais je perdu suis au là, moins je ne suis 8 pas figures. parti. Non, ne dites pas ça, tout le monde n'est pas parti. Mais vous êtes l'un des rares éléments du mobilier qui reste là-bas, Pas tout du le monde est tout. parti. Non, 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 il y en a d'autres. Il ne faut pas les sous-estimer. Ce qui compte, ce sont les convictions. Si aujourd'hui, Malick Gakou, Abdoul Mbaye, Sonko et tant d'autres jeunes leaders émergent, comment pensez-vous que nous qui avons quand même aujourd'hui blanchi sous le harnais avec plus de 35 ans ou 40 ans de militantisme, nous ne sommes pas capables que de vos gars créer sont les partis. conditions Mais de avec- reconstruire un parti politique. Avec Mais les un gars sont fort partis, leadership. ils sont Mais quels gars sont Modou partis? Diagne Fada est parti, Souleymane Denendia est parti, Baldé est parti, Pape Diop est parti, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant Et d'autres. alors? Mais il ne reste plus rien. On au les PDS. appelait les Mais barons du PDS. ça veut dire que ce qui reste, c'est des moins que rien. Non, non, mais je veux dire, C'était les plus- Vous êtes en train de porter un jugement. Non, pas du tout. Je attendez, dis, il y a une bonne partie Je vous ai dit des éléments fondateurs du parti qui sont partis. Je ne suis pas sûr qu'ils soient des éléments fondateurs. Mais quand Vous vous étiez trompez. au Qui ont fait en tout pouvoir, cas un bon compagnonnage avec moi. Oui, oui, mais je connais très bien l'histoire de mon parti. Je connais très bien l'histoire de mon parti qui a été jalonné, comme vous le savez, comme lui, il peut De l'attester. départ de- De départ. C'est pas ça qui va encore tuer l'hydre. Le Parti démocrate sénégalais est une hydre. C'est pas parce que des têtes sont parties que le monstre va mourir. Nous allons reconstruire ce parti pour l'intérêt de cette jeunesse qui croit en nous. Il y a des dinosaures qui sont restés par conviction et par devoir pour la reconstruction de cette offre politique. Nous le ferons. Que les gens partent, cela nous désole. Mais cela ne va pas nous ébranler d'autres mesures. Les Je Sénégalais n'aiment rappelle pas que les vous traîtres. avez été 12 Mais ans qui- au pouvoir qui- et Les on en connaît les Sénégalais résultats n'aiment- aujourd'hui. Hein. Non, Qui- attendez, les qui 12 ans qu'on a- les appelez-vous 12 ans qu'on a encore, passé au pouvoir nous ont beaucoup desservi. Le Parti démocrate, je vous le dis Ah bon? franchement, oui, je vous le dis très franchement et très honnêtement. Pourquoi? desservis politiquement ou... Nous ont desservis. Comment? Je Comment? vais mais si vous écoutez mon raisonnement, vous l'aurez. Il faut avoir cette patience de l'écoute. Ça vous aidera à mieux comprendre. Je dis que les 12 ans de pouvoir nous ont desservis. Ces 12 ans de pouvoir ont inhibé nos capacités à organiser un parti de conservation du pouvoir. Cela, je l'ai dit à Maître Abdoulaye Wade en 2009 déjà. Si nous ne faisons attention, nous perdrons le pouvoir et ça va être difficile de garder le parti tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez organisé. Ça vous On ne a savait pas desservi qui comment? était quoi. Politiquement ou quoi? Pardon? Politiquement, ça vous a servi politiquement parce qu'on dit que vous êtes l'opposition la plus riche. Oui. Vous êtes tous les leaders de parti sont semble-t-il des milliardaires. Comment ça vous a En desservi? tout cas, moi, je suis un leader du PDS. Oui, oui. J'ai occupé toutes les hautes fonctions à l'Assemblée. Tout le monde dit que Wade a à la fabriqué des présidence, milliardaires. dans le parti, et Dieu sait que je ne suis pas un milliardaire. Je ne suis même pas millionnaire. Donc, il ne faut pas faire ce qu'on appelle Mais ça vous a de desservi l'amalgame. comment? Mais ça vous a desservi comment? Je dis, il ne faut pas faire de l'amalgame. S'il y a des milliardaires dans ce pays, on les compte certainement dans tous les partis politiques, on les compte en dehors des partis politiques. Ceux qui sont milliardaires de par leur appartenance à une gestion d'un régime sont très nombreux. Allez à Fin Résidence, au point E, vous verrez, est-ce que vous verrez un libéral là-bas? Oui, il y en a beaucoup au PDS aussi. Hein. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez, très sincèrement, parce que moi, les informations que j'ai excluent Karim de sa famille, à partir de sa famille. C'est-à-dire? C'est-à-dire,
que pour une partie de la famille de Karim, il est hors de question que Karim reste en politique. Et il est votre candidat, d'une part. D'autre part, il y a ce qui se trame à l'Assemblée sur la nationalité J'ai honte. des candidats. Et si on vous l'appliquiez, est-ce que vous avez un plan B face à la nationalité? Sur la première question, Voilà. ou sur le commentaire sur votre information, je ne connais pas aujourd'hui un membre de la famille de Karim Wade qui dit ou qui pense qu'il ne doit pas faire de la politique. Avant, oui. Je peux attester qu'avant, la perte du pouvoir, ni son père, ni sa maman ne souhaitaient voir leur fils dans l'affaire politique. Enfin, il a failli être quand même président de la vice-président. S'il vous plaît, je vous donne des informations. On a failli modifier la Constitution pour lui quand même. Je réponds à une question, je donne des informations. Je veux dire, vous pouvez les tenir. Non, je vous rappelle le M23. M23. Tenez-les avec des pincettes, Oui. mais je dis, je te donne des informations. Quand Karim Wade est revenu de France pour répondre à la convocation de la gendarmerie, et quand Karim Wade était tout le temps devant les éléments de la CRI, avant qu'on l'ait mis en examen, je lui ai posé une question au point. Karim, moi, je prends de l'âge. Je reste fidèle à l'option initiale, accompagner Maître Abdoulaye Wade. Il n'est plus en jeu. Pensez-vous, vous engager au plan politique pour que je puisse me déterminer? Il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais... je ne donne pas ma réponse, ce n'est pas important. C'est sa réponse qui suit qui est importante. Quand j'ai terminé, il m'a dit, tu sais Babacar, aujourd'hui je suis obligé d'entrer en politique. C'est-à-dire pour tout ce qu'il endurait par rapport à la CRI. Je suis obligé d'entrer en politique pour me défendre. Mais est-ce les bonnes raisons pour aller en politique? On ne va pas en politique pour un esprit de revanche. On va en politique pour des motivations, pour des idéologies. On ne va pas en politique en héritage. C'est un engagement profond. Il n'y avait aucun esprit de revanche. Je dis maintenant, je suis obligé d'entrer en politique. Pourquoi? Mais c'est lui qui sait. Mais vous qui le soutenez, vous devrez vous-même lui poser cette question. Non, franchement, j'étais Comme vous nous avez parlé de conviction, de mise en place du PDS, de baron. Là, j'ai senti de la profondeur quand vous parlez du PDS. Mais là, quand même, avec tout ce que vous avez dit sur le PDS, vous ne trouvez pas que ça fait léger d'avoir un leader qui vous dit que je me sens obligé? On ne s'engage pas comme ça. Madame, il y a toujours un déclic pour décider d'un engagement politique. Abdoul Mbaye avait pensé qu'il ne ferait jamais de politique. Il n'a jamais eu du respect. Et ça, je le confirme, pour la cause politique. C'est vrai. La preuve, sa première conférence de presse a été une catastrophe. Est-ce qu'il est l'objet de harcèlement? Attendez, aujourd'hui, je le sens engagé politiquement. Est-ce qu'il est l'objet de harcèlement? Non, attendez, je termine cette question. Après, il ne faut pas que l'on mélange les... Non, pendant que vous parlez d'Abdoul Mbaye, je veux juste avoir votre point de vue. Oui, mais je vous la donnerai. Je vous ai bien entendu. Permettez-moi, je termine, je rebondirai sur la deuxième question. Sur la deuxième question. Donc, nous, en tant que parti politique, en tant que citoyens démocrates et républicains, nous estimons que c'est dangereux. C'est dangereux d'agiter la sénégalité. Il y a un pays qui avait agité cette notion identitaire et qui a sombré dans la guerre civile. L'ivoirité, en l'occurrence. Au Sénégal, on ne peut pas jouer avec la loi pour embraser ce pays. Personne, je dis bien, n'acceptera qu'une loi soit votée pour que des citoyens sénégalais soient empêchés pour des considérations politiciennes de collecter les suffrages. On aurait pu comprendre que cela soit dans la constitution de Macky Sall qu'il nous a proposé pendant le référendum, mais à l'occasion de ce dialogue autour de la conformisation de la loi électorale par rapport à notre constitution, si l'APR nous propose cette loi unique, cette loi qui sent la xénophobie, l'ethnicisme et le racisme, le Parti démocratique sénégalais et tous les démocrates feront face. Il est impossible, je dis très bien, d'appliquer une telle loi dans ce pays-là, parce que cela va casser notre nation. Je pense que Macky Sall n'acceptera pas que sous son magistère, qu'un tartampion puisse lui dire « votons une loi qui empêcherait un Sénégalais
qu'il soit binational. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la confusion entre les binationaux et les doubles nationaux. Karim Wade n'a pas demandé à être né français et sénégalais à la fois. Il est de maman français, il est né en France. Il est de père sénégalais de souche. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en dehors de son amour pour son pays, si c'est le cas? Je pense que c'est une honte pour ce régime de vouloir empêcher des compétences comme Abdoul Mbaye, comme Karim Wade aujourd'hui, mais tous ceux qui sont au jeu de Harvard, qui sont à Oxford, qui sont à HEC, à Pont-HEC, qui sont des binationaux, et que ces gens-là ne puissent pas servir leur pays. Je pense que nous sommes en train de reculer au plan historique. Ce n'est pas le pays que Senghor et Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur Abdoul Mbaye? Est-ce qu'il est l'objet de harcèlement politique à partir d'une affaire qui est une affaire civile ou en tout cas une affaire privée? Vous voulez mon avis honnêtement? Oui. Je pense que non. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Vous avez dit que c'est une affaire purement privée, qui est antérieure à son entrée en politique, qui était aussi en cours. Il y a ce qu'on appelle une affaire civile sur laquelle le parquet ne peut absolument rien. Il y a une affaire publique connexe. On ne peut pas aujourd'hui, en tant qu'homme politique sérieux... L'affaire publique connexe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un préjudice qui est causé à un citoyen ou à une personne lambda, on est obligé de voir est-ce que le préjudice n'est pas entaché de délit. Oui. Je termine. Oui, il y a un préjudice, semble-t-il. C'est une affaire matrimoniale. Dans l'affaire matrimoniale, il y a eu des comportements, dit-on, qui ne seraient pas conformes avec la loi. En tant qu'homme politique sérieux... Il y a aussi l'acquisition de son terrain aussi. En tant qu'homme politique sérieux, oui, je ne peux pas, moi, me permettre de crier avec les loups. Le Sénégal est un pays de droit. Tous les citoyens sont... Donc vous comprenez qu'on puisse lui confisquer son passeport et qu'il soit interdit de quitter le territoire, au lieu d'aller en prison comme les autres qui sont des faussaires, à la limite. Je pense que compte tenu de la personnalité de l'homme, parce qu'il présente toutes les garanties de sûreté. Quelle personnalité? Je dis personnalité de l'homme. Il présente toutes les garanties de sûreté. Il a un domicile, il est connu, il est marié avec des enfants, il a une résidence au Sénégal. Mais les autres falsificateurs aussi, hein, qui sont en prison. Vous savez, moi je suis en train de donner les raisons qui pourraient justifier que le juge qui seul est habilité en a décidé de le laisser en liberté et de lui confisquer son passeport. Sur ces questions, je ne fais pas de débat. Très bien. Il nous reste encore 5 petites minutes. Moi, la question sociétale que je vais vous poser, une question sociétale, non. Plutôt, je vais vous poser une question portant maintenant sur la loi sur la mendicité et l'interdiction de la mendicité au Sénégal. Est-ce que vous pensez que cette loi s'impose? S'impose. Est-ce qu'on doit interdire la mendicité au Sénégal? Elle s'impose, elle n'est pas applicable. Toutes les lois ne sont pas applicables. Parce que simplement, nous sommes dans une société de solidarité. Pourquoi les prendre alors? Nous sommes dans une société de conviction religieuse ou culturelle. Tous les jours arrive à ce qu'une grande dame, et la laïcité, vous en faites quoi? Sortie de HEC ou MIT, sorte mais la laïcité, devant sa maison une caisse de sucre à remettre à quelqu'un. Mais la laïcité, vous en faites quoi? Vous pensez qu'au-delà d'une loi, il faut plus une sensibilisation? Il faut une démarche. Il faut une démarche pour que les couches vulnérables soient traitées avec plus d'égard, plus d'intérêt. Et on met la loi de côté. Je dis, il faut une politique qui prenne en charge la situation des couches vulnérables. Notre libéralisme, pourquoi il est social? Nous estimons qu'une fois que l'entreprise aura contribué à enrichir notre pays, il est de bonne loi que l'État, le gouvernement, prennent une partie substantielle de nos ressources afin de prendre en charge l'éducation, la formation, la santé et surtout la santé morale de tous les Sénégalais, y compris ceux qui aujourd'hui n'ont pas les moyens justement de leurs besoins. Et je dis, pour finir sur cette question, il n'y a aucun lien entre laïcité et mendicité. La laïcité postule la non-implication de l'État dans le fonctionnement du culte. La séparation du clergé et de l'État. Mais ça ne veut pas dire que l'État du Sénégal ne doit pas prendre en charge les questions économiques et
sociales qui sont générées par l'enseignement religieux, parce que quand vous parlez de laïcité, certainement vous pensez au Dara, certainement vous pensez aux écoles coraniques. J'estime... Vous avez parlé de pratiques cultuelles et de lois. Non, je parle de pratiques cultuelles. Cultuelles, hein, Cultuelles. Quand je le disais, je pensais à ceux qui, au sortir de leur... Non, le cultuel, c'est les gens, quand ils sortent de leur chambre, quand ils se réveillent, qu'ils disent que oui, je dois donner en offrande quelque chose. C'est une pratique, c'est des coutumes, c'est des usages. Il faut trouver quelqu'un pour le faire. Oui, donc c'est cette ces ambiance... coutumes n'excusent pas quand même qu'il y ait des enfants à bas âge comme ça dans les rues, dans ces conditions-là. C'est un autre problème. Et il y a aussi, Mendicité, il y a un problème. Si on parle de loi, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées qui abusent de ces enfants-là, qui n'ont rien à voir avec les daras, parce que les daras, c'est quelque chose de bien, tout le monde est d'accord sur cela. Mais il est important qu'on les identifie quand même, et qu'on puisse identifier... Le débat ne se situe pas sur... C'est pas parce qu'une dame a envie de faire ça, il faut faire la différence entre la mendicité et les enfants de la rue. Les enfants qui sont dans la rue ne sont pas tous des mendiants. Il y a des enfants dans la rue qui sont des mendiants. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on prend en charge les questions de formation, les questions d'éducation, les questions d'ordre social, et que les couches vulnérables soient prises en charge sur nos ressources publiques de manière assez correcte, on peut régler justement ces questions. Et la responsabilité des adultes dans ça. La responsabilité des adultes. Tout adulte responsable, convaincu d'un délit, doit faire l'objet d'une sanction sévère. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. On pourrait faire une émission spéciale sur la question très sensible de la mendicité et des enfants errants. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci, M. Babacar Gaye. Je rappelle que vous avez beaucoup de titres nationaux au niveau du PDS. Vous avez répondu avec beaucoup de langue de bois, mais on vous le tolère, vous êtes un homme politique. Et tout à l'heure, et sans plus tarder, Mokhtar Ba va vous prendre sur des questions spécifiques concernant effectivement la gestion du littoral. Merci à Fatou Mboy qui est journaliste. Merci à Mme Niagnassi. Merci. Nous aurons le plaisir de l'accueillir plusieurs fois parce que pour cet essai, nous disons bien que c'est un essai très réussi. Merci. Et à bientôt. Et on vous laisse avec Mokhtar Ba pour des questions sur le littoral. Merci. Pourtant, ma langue est de fer. Imam Mokhtar.